Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 22 ans, vous me connaissez peut-être sous le nom de Je ne suis pas jolie. Et aujourd'hui, suite aux nombreuses sollicitations, j'ai décidé de vous parler de parentalité de façon libre et éclairée dans le nid. Le nid, c'est un endroit intime, entre nous, où il n'y a pas de vérité ni de jugement, on partage simplement, avec bienveillance, sur ce sujet si controversé qu'est la parentalité. Devenir parent, c'est l'aventure d'une vie, mais apprendre que ce sont des jumeaux, c'est un sacré bouleversement. Dans cet épisode, on rencontre Chloé, une maman maternante de jumelles qui a souhaité nous raconter sa vision de la parentalité à travers son témoignage. Puis nous recevons Fabrice Bach, psychologue cognitif, spécialiste des jumeaux. Il nous aide à cerner et comprendre davantage les spécificités d'un quotidien avec des jumeaux. Alors Chloé, déjà, est-ce que tu peux me dire à quel moment, toi, tu as eu envie d'être maman ? J'ai eu envie d'être maman depuis que je suis toute jeune. Ensuite, on s'est rencontrés avec ma compagne et il y a eu une phase de latence où je n'ai plus eu du tout envie d'avoir des enfants. Ouais. On fusionnait toutes les deux et c'était assez incroyable. Elle me suffisait en fait. Et puis rapidement, toutes ses sœurs ont commencé à avoir des enfants, 3 d'un coup à 1 mois d'intervalle. Et là, je me suis dit, mais je peux pas passer à côté de ça en fait. Et cette envie est revenue en fait. Ça faisait déjà 6 ans qu'on était ensemble. J'en avais envie quoi. Ouais. Et à ce moment-là, est-ce que tu t'étais déjà imaginé maman de jumelles ? Alors c'est assez incroyable, mais j'ai fait un rêve 5 ans avant de tomber enceinte, Ouais. à peu près, où j'étais maman de jumeaux. Pas de jumelles, mais de jumeaux, un garçon et une fille. Et dans ma tête, c'était quasi sûr que j'aurais des jumeaux un jour. C'est fou. Voilà. Tu l'avais. Donc tu t'y étais préparée un peu psychologiquement ou Pas du plus que ça, c'était une grosse probabilité, mais du coup, comme un rêve, quoi. On se dit pas que ça va se réaliser forcément. C'était une possibilité, quoi. C'était une possibilité, oui. C'est fou. Et du coup, comment s'est passée ta grossesse ? À quel moment est-ce que tu l'as su ? Ça s'est bien passé. Moi, c'est un peu particulier parce que du coup, j'ai eu des traitements donc pour avoir mes filles. Ça a duré 1 an et demi. Et je suis tombée enceinte sur un cycle auquel je ne croyais pas du tout. Tous les signaux étaient tout rouges. Ouais. Et je pense que le fait d'avoir lâché prise, ça a vraiment aidé, quoi. Voilà. Et je suis tombée enceinte ce cycle-là en n'y croyant plus du tout, quoi. Et donc, à quel moment tu as su que c'était des jumelles ? Dès le départ ou Oui. à la première échographie Oui, parce que du coup, j'ai subi un examen le mois précédent qui montrait que j'avais une trompe bouchée. Et en fait, avec ma gynéco, on s'est dit on va faire en sorte que tu aies un ovule sur chaque ovaire pour te multiplier les chances que ça tombe du bon côté le mois prochain. Et du coup, j'ai fait cette insémination avec ma compagne. Et 2 semaines plus tard, j'apprends que je suis enceinte et je me dis, il y en a 2. Même je lui ai fait un petit écriteau avec marqué d'ici 9 mois, il est possible que nous soyons 4, un truc comme ça. Ouais. Je crois. Ça remonte, hein, ça fait 4 ans, donc voilà. Ah ouais, Ouais. C'est incroyable. C'est fou. Et du coup, comment s'est passée ta grossesse ? Comment est-ce que toi tu l'as vécue ? Les 3 premiers mois ont été très difficiles parce que je prenais la progestérone du coup pour que mes bébés s'accrochent. Et plus 2 bébés, ça fait beaucoup de nausées. Ouais. Et donc, horrible. Ouais. Plusieurs fois, je me réveillais la nuit en me disant mais qu'est-ce que j'ai fait ? Les 3 premiers mois ? Oui, tu veux dire ? Ouais. Les 3 premiers mois. Pourtant, je les ai voulus très très fort, hein, mais c'était vraiment très difficile. Je mangeais pas grand-chose. J'ai eu la chance de pas beaucoup vomir, ça c'est bien. Ouais. Oui, mais rien que les nausées, c'est terrible. Oui, c'est ça. En fait, je sais pas comment toi tu l'as vécu. Moi, je sais que les 3 premiers mois, j'étais juste allongée, en fait. Je ne pouvais rien faire. J'étais très très fatiguée, oui, mais bon, ça va. Ça va. Ça avait pas l'air pire que toi, finalement. Ouais, non, mais moi, c'était vraiment les nausées, tu vois, qui m'empêchaient de... c'est un sentiment très particulier. Alors, j'imagine multiplier par 2, c'est très handicapant au quotidien, quoi. Ouais, je dis souvent, c'est assez fou parce que j'ai l'impression vraiment qu'on était 3 à l'intérieur de moi. Je veux dire par là que mes premières nausées, je me rappellerai toujours, j'avais envie d'un œuf sur le plat. J'adore. Et je me le fais cuire et je le mangerai dans la casserole tellement j'en ai envie. Et une fois dans mon assiette, je n'en veux plus du tout. Ouais. Voilà, c'est comme si moi, dans ma tête, j'en avais envie et dans mon ventre, elle me disait non.
non, ne mange pas fou. ça, je n'en veux pas. Et Voilà. du coup, le reste de la grossesse, ça s'est bien déroulé? Et le 25 décembre, le jour de Noël, plus de nausées et une grossesse parfaite. Voilà. Beau cadeau. Jusqu'à la fin, je courais, c'était Ah ouais, c'est c'était trop bien. magnifique. J'ai pris 10 petits kilos. Ah ouais, Ouais, c'est rien du tout pour une grossesse gémellaire, donc carrément. voilà. Et quand tu t'imaginais maman, enfin quand vous en parliez avec ta compagne, tout ça, est-ce que le maternage, donc le fait de les allaiter, de dormir avec elles, tout ça, est-ce que ça a été une évidence pour toi à ce moment-là déjà? C'était déjà une évidence à ce moment-là. Moi, j'avais des amis qui étaient déjà mamans, et dont une amie qui m'a initiée un peu à ce courant. Et elle allaitait son fils depuis 28 mois. C'est vrai que moi, j'avais toujours eu envie d'allaiter, mais je ne savais pas qu'on pouvait allaiter aussi longtemps. Et des jumelles en plus. Voilà. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, pendant 1 an et demi, on a essayé. Et pendant ces 1 an et demi, j'ai vraiment mis à contribution tout ce temps pour m'informer sur tout. Ouais. Tout. Ce qui fait que quand vraiment on a eu la confirmation que c'était des jumelles, j'étais enceinte, c'était très très tôt, à 6 semaines d'aménorrhée, parce que j'ai eu une petite frayeur. C'était sûr que on allait tout faire pareil qu'avec quoi, finalement. Ouais. L'allaitement long, le cododo, la DME, tout Ouais, ça, quoi. c'est trop bien d'avoir déjà Ouais. cette idée-là. Et quand t'en parlais un petit peu autour de toi, tu t'es sentie soutenue par l'entourage, par le personnel médical, tu vois, déjà que l'allaitement, on sait qu'en France, on n'est pas très bien accompagné, mais alors en plus à deux... Oui, l'allaitement, clairement, au niveau des soignants, c'était quasi impossible pour eux que j'allaite mes filles. De l'allaitement mixte encore, pourquoi pas, mais de l'allaitement exclusif, non. J'ai eu la chance d'avoir une super sage-femme qui était pro-maternage, pro-bienveillance, accouchement à domicile, tout ça. Et pour elle, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de souci, quoi, c'était possible. Hein. Bah, bien sûr. Ton Voilà. corps peut porter la vie, les nourrir pendant 9 mois, pourquoi ça pourrait pas C'est ça. continuer après? Voilà, donc ça a été un peu mon encre. Je me suis rattachée à cette idée que si elle me disait que c'était possible, ça l'était. Ouais. Voilà. Et Finalement. c'est là où l'importance des gens qui nous entourent à ce moment-là. C'est ça. Parce que encore, toi, tu as eu la chance vraiment d'avoir ce temps, entre guillemets, pour t'informer, mais des mamans qui arrivent comme ça... sans avoir forcément l'idée de ce qu'elle voudrait ou voudrait pas, on est vite influencé et quand on nous dit bah non ça va pas être possible, on a vite fait de se faire une raison quoi. Oui, tout à fait. Et du coup toi dans ton éducation, est-ce que tu as eu cette éducation là maternante, est-ce que c'est quelque chose qui s'est prolongé ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. J'ai pas été allaitée, j'ai pas été maternée. Voilà, je sais pas si ma maman va écouter ça. mais moi non plus j'ai pas du tout eu l'éducation que je donne à mon fils, mais c'est pas grave. Enfin, voilà, elle, je suis sûre qu'elle a fait du mieux qu'elle pouvait avec les informations qu'elle avait à l'époque, mais c'est vrai que du coup on m'a laissé pleurer, une éducation assez à la dure, stricte, mais bon finalement moi je prends un autre pas et je suis plutôt soutenue par leurs grands-parents, donc mon papa et ma maman, donc c'est super. c'est chouette. C'est super. Voilà. Et du coup, toi, tes débuts en tant que maman, comment ça s'est passé, toi, personnellement, avec tes filles? En tant que maman, c'était assez compliqué parce que elles sont nées à 37 semaines plus 1. Emma pesait 1,780 kg. Elle a eu un petit retard de croissance, mais on ne le savait pas puisqu'elle était très haute sous ma poitrine et impossible de la voir à l'écho. Donc on a passé 2 semaines à l'hôpital, Cali avec moi dans la chambre, Emma en néonate dans sa couveuse. Donc c'était assez compliqué. J'allaitais Cali, on donnait le biberon à Emma de mon lait tiré. On a été assez infantilisés aussi par rapport à ça. Et c'était assez compliqué. Et une fois le retour à la maison, ça a été génial, quoi. Ouais, vous êtes vraiment retrouvés. Voilà, c'était notre cocon, on a enlevé tout le stress. Et elles ont pris du poids comme jamais. Ouais. Voilà, et puis on a fait à notre sauce, c'est-à-dire je pouvais rester sur le canapé toute la journée à manger les céréales, c'est pas grave. Tant que elles étaient bien, moi j'étais bien. Ouais, voilà. Oui. Au début, c'est un peu ça. Hein. Déjà qu'avec moi je me souviens que j'ai l'impression de faire que ça. Mais voilà. Deux, j'imagine que oui. On prend ce temps-là. Mais du coup, ta compagne, comment elle a réussi à trouver sa place auprès des filles, puis auprès de toi aussi? Eh bien justement, elle était beaucoup en néonate avec Emma, et moi beaucoup dans la chambre avec Cali, puisque c'est vrai qu'avec l'allaitement, on ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont réclamer. On s'est changé nos
enfin les bébés. Moi, j'allais en néonat, elle allait avec Ali. On se faisait des visios à l'hôpital. Et voilà, en fait, c'est vrai que du coup, au début, elle était très très proche d'Emma et on nous a souvent fait la remarque et ça m'a souvent blessée. C'est vrai que la relation n'a pas été tout de suite la même avec Emma parce qu'on n'était pas ensemble, quoi. Je me suis beaucoup attachée à Kali et je lui ai beaucoup refilé mes angoisses aussi. Et du coup, elle était beaucoup avec Emma et en fait, inconsciemment, on a aussi prolongé ça aussi à la maison. Et c'est ma sage-femme un jour qui me dit tu n'as jamais Emma dans les bras, échanger les bébés, quoi, parce que ça va créer des différences et il faut pas, quoi. C'est bien qu'elle ait su te le dire. Elle a vraiment l'œil. Vraiment l'œil. Ouais. Et toi, tu l'as bien pris, t'as essayé dans ton comportement de faire autrement? Oui, bien sûr. De toute façon, Emma a fait une confusion avec les biberons de la néonate et comme je ne voulais pas en allaiter une et pas l'autre, par souci d'équité, et de toute façon, c'était comme ça que je voyais les choses, on a aussi fusionné ensemble par la suite et on a rééduqué sa succion, ça a pris longtemps. Finalement, on s'est rapprochés comme ça, avec l'allaitement. Bah oui. Voilà, donc, ça vous a permis peut-être de renouer tout à fait. ce que vous n'aviez pas eu au départ, en fait. Oui, bien sûr. On parlait de l'entourage tout à l'heure. Dès les débuts, est-ce que tu t'es sentie soutenue dans tes choix, dans vos choix? Comment ça s'est passé? Pas du tout. Nos familles sont assez... Laisse-les pleurer, il faut qu'elles dorment seules. Bon, au niveau de l'allaitement, on m'a plutôt rien dit, puisqu'ils n'étaient pas très très informés, donc ils nous ont laissé faire par rapport à ça. Et je les remercie, parce que c'est déjà assez stressant comme ça. Mais non, on n'a pas eu assez de soutien au niveau de notre maternage. On s'est retrouvés très seuls à essayer de se justifier souvent, même encore maintenant, on se justifie de notre comportement avec elle, quoi. Vous ressentiez le besoin de vous justifier, d'expliquer ces choix-là? Longtemps, oui. Maintenant, quand ça nous pousse vraiment, oui, on le fait, mais sinon, on laisse parler, puisque finalement, en 3 ans, rien n'a changé. Donc, on se dit que ça changera plus. Il n'y a pas eu d'évolution de comportement de la part de tes proches, des grands-parents, de tout ça, justement, en voyant que finalement, ça n'en faisait pas des enfants terribles? Si, mes parents, mais comme je disais, ils nous ont toujours laissé faire ce qu'on voulait, finalement. Mais c'est vrai que maintenant, ils remarquent que c'est des petites filles épanouies et géniales, quoi. Donc pour eux, c'est juste normal ce qu'on fait. Ah, mais c'est bien, ça. Voilà, mais c'est vrai que pour nos proches, les beaux-frères, belles-sœurs, c'est jamais... ils n'ont pas fait comme ça, donc forcément... Ils se sentent un peu agressés dans leur propre façon de faire. Je leur ai jamais demandé parce que je veux pas savoir. Enfin, moi, je fais ce que je fais et je les laisse faire ce qu'ils veulent avec leurs enfants. Et voilà, j'attends la même chose d'eux, mais ils se permettent quand même de donner leur avis. Et est-ce que tu as été tentée parfois de comparer tes filles entre elles, même peut-être inconsciemment, mais comme elles sont jumelles, est-ce qu'on est plus tenté que... Alors moi, j'ai la chance d'avoir des jumelles qui ne se ressemblent pas du tout. Ouais. Voilà, il y en a une... elles sont châtains toutes les deux, une aux yeux très très bleus, une aux yeux marron vert. Elles font pas du tout la même taille, elles font pas du tout le même poids. Enfin, c'est deux petites filles différentes. Enfin, pour moi, c'est même pas des jumelles, si ce n'est qu'elles sont nées le même jour. Mais c'est vrai que au quotidien, on les compare de temps en temps, mais jamais dans le sens de la compétition. Ouais. C'est plus, on remarque des choses. Ouais. Voilà. Avant, Kali a parlé plus vite, puis Emma l'a vite rattrapé, puis finalement ça s'est inversé. C'est toujours, voilà, c'est un petit point de repère dans le temps, et puis finalement ça nous permet de voir les évolutions de chacune. Ouais. Et... Vous y accordez pas tant d'importance que ça? Du tout. Ouais. Du tout. Et maintenant qu'elles sont plus grandes, est-ce que tu remarques que le mode éducatif entre guillemets que vous avez choisi, est-ce que tu penses que ça influe sur leur comportement maintenant qu'elles sont à l'école, tout ça? Est-ce que tu vois des différences entre guillemets avec d'autres enfants qui n'auraient pas eu ce type de maternage, de dormir avec leurs parents? Je pourrais pas dire, parce que je regarde pas vraiment ce qui se fait chez les autres finalement. Je regarde surtout ce qui se fait chez moi. Comme je disais, elles sont vraiment différentes. Emma a un caractère très, très fort, parfois insolent. Et Kali est plus réservée, très sensible. Et pourtant, elles ont été élevées pareil. Donc finalement, je me dis que ça change pas vraiment grand-chose. Par exemple, pour la rentrée, Emma a foncé dans la classe et Kali pleure encore tous les matins un petit peu pour nous quitter, du fait de nous quitter. Et pourtant, oui, on et après, ça, c'est des différences de caractère. Et heureusement que
Ils sont pas copier-coller, sinon... Oui, bah, c'est ça, voilà. Vous Mais, au quotidien. Mais non, par rapport aux autres enfants, déjà, je ne sais pas comment ils sont élevés en cercle très, très, très proche. Enfin, moi, je les vois au repas ou à l'école, par exemple, mais je ne connais pas leur envie, leur quotidien, finalement, donc je ne peux pas savoir ce qui se passe et comparer ce qui se fait avec nous. Est-ce qu'il y a des périodes qui étaient particulièrement compliquées pour toi? Les nuits. Ouais. Ah, les nuits étaient horribles. Et ouais. Voilà, les 3 premiers mois, elles ont dormi sur nous. Les mois qui ont suivi, c'était en cododo, donc de toute façon à côté de nous. Emma sur le ventre, même s'il ne faut pas le faire quand on a un réflexe de morose qui prononçait et qu'on la pose, elle se réveille au bout de 30 secondes de frayeur. Quoi. Oui, Gaspard, il faisait pareil. C'est terrible parce qu'en fait, tout le monde nous dit ne le faites pas, mais tu es là, mais oui, mais donc mon enfant ne dort pas. C'est ça. Ou alors tu dors assis avec lui dans les bras. Voilà, et on ne se repose pas du coup. Donc, c'est ça. Voilà, donc elle dormait à côté de moi et j'avais ma main sur son dos par précaution pour vérifier qu'elle respirait toujours, tout le temps. Et finalement, elle va très bien. Ouais. Voilà, donc... Vous êtes écoutés vraiment Oui. Vous les avez écoutés dans leurs besoins C'est ça. Et puis vers 6 mois, ça a été encore plus dur. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais elles se réveillaient l'une à la suite de l'autre. Donc moi, je ne dormais plus. Je passais mon temps à donner le sein à l'une, donner le sein à l'autre. Donc on a décidé avec ma compagne de faire chambre à part, une avec... elle avec Emma, parce que du coup, elle avait plus de facilité à endormir Emma, et moi avec Kali. Et voilà, dès qu'une se réveillait, j'y allais. Et je m'endormais avec elle. Quand l'autre se réveillait, j'allais avec l'autre. Voilà, je faisais switch de chambre. Voilà, mais j'arrivais à dormir 1h30 entre chaque, donc c'était plus toutes les 30 secondes. La tétée avec l'une, avec l'autre, quoi. Sacré sport. Ouais. J'imagine quand il y a les pics de croissance en même temps. C'est ça. Ouais. Et donc, elles ont commencé à bien faire leur nuit, à faire des nuits un peu plus correctes vers 18 mois. Ouais. Et à faire nos nuits à 26 mois. Donc là, maintenant, tout roule et c'est génial de pouvoir dormir. Tu me donnes de l'espoir. C'est vrai. L'espoir, il y a 19 mois, on commence à avoir des nuits plus... Courage, ça arrive. Moi, je me suis donné 3 ans, tu vois, je me suis dit, bon... Juste avant, finalement. Ouais. Et du coup, Chloé, est-ce que toi, il y a quelque chose qui a pu t'aider dans ton quotidien avec tes filles, voilà, quelque chose qui vraiment t'a permis d'améliorer ton quotidien, entre guillemets, avec elles? Oui, c'est le lâcher-prise. Ouais. Du coup, plusieurs fois au début, quand elles étaient tout bébés, je me suis dit non, mais elles viennent de téter, là, faut pas exagérer. Et il y a eu un pic de croissance très très dur, où en fait, finalement, je me suis dit, si c'est ce qu'elles ont besoin, allons-y, quoi, on y va. Et finalement, j'ai essayé d'appliquer ça au quotidien, c'est-à-dire ne pas essayer, moi, de me braquer à leurs besoins, en fait. C'est les écouter avant mes besoins. C'est une période de transition. Et c'est important de faire passer ses besoins, les besoins de ses enfants avant ses besoins pendant une certaine période, je pense. Et c'est vrai que c'est arrivé très très vite. Pour leur bien-être, finalement, j'ai laissé de côté tous mes a priori, toutes mes leurs, il faut faire comme ça. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, elles me remercient. Ouais, tu leur as fait confiance. Voilà, on n'en parle pas assez. On parle de plus en plus du fait de se faire confiance en tant que parents, en tant que maman, mais leur faire confiance aussi. Oui. Souvent, en fait, ils nous envoient, les enfants en général, beaucoup de signaux, qui nous guident sur ce qui est bon. C'est ça. Ils savent ce qu'ils veulent et ils nous le font comprendre. Ouais. Il faut juste les écouter, en fait, finalement. Complètement. Est-ce que tu observes un lien particulier entre elles? Comment elles sont toutes les deux? Est-ce qu'elles sont très très proches? Alors ça alterne, il y a des jours où elles sont très très proches, où elles se câlinent, elles se disent des mots d'amour, et d'autres où c'est vraiment la guerre, c'est je te frappe, je te mords. Ouais. C'est des sœurs en même temps. Voilà, c'est ça, c'est des frères et sœurs, c'est toujours comme ça. Mais bon, elles ont plus tendance à être dans le conflit la plupart du temps. Ouais. Voilà, mais c'est des querelles de sœurs, quoi. Tu m'as pris mon jouet. Oui, bien sûr. Vous êtes tout le temps au quotidien ensemble, tout ça. Des choses comme ça. Mais bon, il y a des petits moments qui égayent la journée où elles sont vraiment adorables, elles jouent ensemble et puis... Et voilà. Et pour toi, quel regard porte la société sur les jumeaux, les jumelles? Est-ce que tu as déjà eu des petites phrases comme ça, un peu clichés oui. à ce propos? Oui, longtemps,
quand on sortait dehors, tout de suite on se précipitait sur nous. Oh, des jumeaux, des jumeaux. On nous pose des questions. Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est pas naturel? Voilà, c'est très intime comme question. Bah oui. Bon, nous, on répond parce qu'on n'a pas de tabou avec ça, mais bon, si on pouvait s'abstenir, ce serait bien aussi, quoi. Et je me rappellerai aussi toujours d'une fois où on va faire les courses et je vois une mamie au loin qui range ses courses dans son coffre et elle nous voit. Et je la vois jeter ses courses dans son coffre, littéralement, elle jette ses sacs juste pour pouvoir nous croiser au rangement de caddie et nous poser des questions, quoi. Ah oui. Oui, je sais pas, cette fascination pour les jumeaux, c'est fou, quoi. Ah oui, ça questionne beaucoup les gens. Visiblement. Ah, c'est marrant. J'aurais pas pensé que c'était aussi prononcé, quoi. Et du coup, pour terminer, qu'est-ce que toi, tu aurais envie de dire aux personnes qui pensent que justement le maternage et la gémellité, je sais pas comment on pourrait dire, sont complètement incompatibles? Alors, pour des jumeaux, je dirais qu'on a 2 bras, on a 2 seins. Bizarrement, c'est bien fait. Voilà, donc elles ont été portées longtemps, elles sont toujours portées. Finalement, quand elles étaient petites, c'était du double portage. Après, ça a été une en poussette, une en portage. L'allaitement se passe bien, finalement. Et puis, je dirais que le plus dur, finalement, dans la gémellité, le maternage n'a rien à faire là-dedans, c'est surtout les conflits. Ouais, voilà, les conflits, et finalement, le maternage et la bienveillance, ça aide beaucoup, puisque on essaie de trouver des parades. Des alternatives. Voilà, des alternatives bienveillantes qui n'existent peut-être pas dans d'autres familles où c'est peut-être un peu plus strict. Mais oui, le plus dur, c'est les conflits, quoi. Ouais. Donc toi, tu dis que c'est possible tant qu'on croit en soi et que voilà. Et qu'on est à 2 dans le dans le couple et que... J'avoue que d'avoir eu ma compagne qui me suivait dans tous mes lubies, si on peut appeler ça, c'était bien, quoi. On n'a pas eu besoin d'argumenter. On a eu un an et demi avant pour argumenter et on a beaucoup argumenté. Finalement, aujourd'hui, je crois qu'elle est peut-être même un peu plus bienveillante que moi. C'est génial. Non, mais ce qui est super, c'est d'avoir pu vraiment s'accorder, entre guillemets, et c'est ça, je trouve, qui est le plus difficile dans la parentalité, c'est vraiment d'arriver à être sur la même longueur d'onde, parce que c'est tellement déjà prenant que si en plus tu dois convaincre la personne avec qui tu partages ce rôle, entre guillemets, de ce que vous avez envie de faire, de mettre en place, c'est très prenant. En plus avec des jumelles, j'imagine. Donc non, j'imagine que ça a été très fort entre vous. Ça vous a rapproché, vraiment? Ça nous a pas rapprochés. On a la chance de beaucoup communiquer et du coup, on se réajuste l'une et l'autre. Ouais. Voilà, quand moi, je suis un peu plus sèche avec les filles, elle me dit wow, faut que tu te calmes, quoi. Et moi, je fais pareil avec elle. Enfin, l'ego n'a pas sa place dans l'éducation, en fait. Ouais. C'est elle avant tout. Et puis, c'est comme ça, c'est comme ça qu'on se rapproche, finalement. C'est grâce à elle. Ouais, c'est beau. Merci beaucoup. De rien. Bonjour Fabrice. Bonjour. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et surtout présenter votre parcours? Oui, bien sûr. Donc, Fabrice Bach, je suis psychologue cognitiviste de formation, c'est-à-dire spécialiste du développement logique de la pensée de l'enfant et de l'adolescent. J'exerce sur Lyon donc en cabinet libéral, cadre dans lequel je dirige une équipe composée de 8 psychologues cognitivistes, de neuropsychologues, de psychologues cliniciens, d'un médecin généraliste. Et on s'occupe donc d'enfants, d'adolescents et maintenant aussi d'adultes présentant des troubles spécifiques d'organisation. Et à titre personnel, donc, j'ai été amené à mener des recherches et des travaux il y a maintenant plus de 25 ans dans le cadre de la gémellité, ce qui m'a donné le titre de spécialiste des jumeaux et ce qui m'a amené donc à participer à la fédération Jumeaux et Plus, et notamment au sein de leur conseil scientifique. D'accord. Et pourquoi vous avez souhaité vous spécialiser particulièrement dans la gémellité? Question qu'on me pose souvent. Non, j'ai pas de frères jumeaux, il n'y a pas de jumeaux dans la famille. non. Tout est parti. En fait, à l'époque, j'étais étudiant d'une critique d'articles qu'il fallait faire. Et chacun prenait des articles assez basiques de psychologie et je voulais faire quelque chose un peu original. Et en cherchant, j'étais tombé sur un article de l'INSERM qui s'était intéressé aux prénoms donnés aux jumeaux.
Je trouvais ça assez surprenant que l'INSERM s'intéresse à cela. Et en creusant, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose d'assez particulier au niveau de la gémellité. En l'occurrence, on avait des modèles développementaux pour tout. On a des modèles de développement sur le plan affectif, cognitif, physique, social, tout ce que l'on veut. Sauf que sur le plan de la gémellité, il n'y avait rien. Et on ramenait toujours le développement de l'enfant jumeau sur celui de l'enfant unique. Et à l'époque, j'avais monté ma première équipe de recherche qui a visé justement à essayer de comprendre est-ce que ces enfants avaient un développement qui était exactement celui des autres, des singletons comme on les appelle, ou est-ce qu'ils avaient un développement qui leur était propre. Et c'est bien ce qu'on a identifié. Si on a identifié et on a créé ce qui a été appelé le premier modèle développemental, qui ensuite a été repris autour de la planète et validé dans différents pays. Ah oui, c'est vrai que je n'en avais jamais entendu parler, mais du coup, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce qu'une mère vit psychologiquement sa grossesse différemment à partir du moment où elle sait qu'elle attend des jumeaux? Est-ce que ça change quelque chose même pour la mère? Dès la grossesse, ça change énormément. C'est-à-dire ce sont déjà des grossesses bien souvent à risque, donc les jumeaux sont surattendus, donc il y a une surmédicalisation. Et puis il y a un autre aspect, c'est pas donné à tout le monde d'avoir des jumeaux. Et donc, il y a un aspect un petit peu de fierté, notamment à la première échographie, lorsque l'obstétricien va annoncer le fait qu'il n'y a pas un embryon, mais deux. Les mamans sont assez euphoriques, assez contentes, les pères beaucoup moins. Ils s'assoient assez rapidement en disant « Oups, qu'est-ce qui m'arrive ?» Donc, les mères rentrent dans une phase comme ça, assez euphorique, assez inquiète aussi sur comment on va faire pour s'occuper des enfants, comment est-ce qu'on va pouvoir bien les élever, parce qu'on ne pense pas forcément au fait d'en avoir deux. Même lorsqu'on a des enfants suite à une PMA, une procréation médicalement assistée, il faut se faire à l'idée quand même d'avoir ces deux enfants. Et donc, comme je disais à l'instant, ces enfants sont surattendus. Pour les pères, c'est un peu différent. Ils ne sont pas trop surattendus. On réfléchit très vite à comment il va falloir changer de maison, de voiture, combien il va falloir acheter de couches, etc. Ils sont tout de suite plus pragmatiques, c'est clair. Et ensuite, effectivement, la grossesse est vécue aussi différemment. Et souvent, ce qu'on entend, c'est des mères qui le disent autour d'elles. Là, comme je dis souvent aux mères, faites attention, parce que dès qu'on dit qu'on attend des jumeaux, on se rend compte qu'il y a pléthore de gens autour de soi, ou qui ont des jumeaux, ou qui ont entendu plein de trucs sur la gémellité. Ouais. Et je dis volontairement des trucs, parce qu'on peut entendre un peu de tout et n'importe quoi. Ouais. Et paradoxalement, ce ne sont pas forcément des grossesses qui peuvent être très, très apaisantes, puisque chacun y va de son petit conseil, voire de ses a priori complètement incohérents, comme j'ai entendu dernièrement une de mes patientes qui m'expliquait que pendant sa grossesse, une cousine éloignée qui lui dit « Ah, mais les jumeaux, sur un des deux, il y en a toujours un qui est fou. » C'est très agréable d'entendre ça à 5 mois de grossesse. Mais déjà que la grossesse, c'est un tel bouleversement, je veux dire... Déjà physique, complètement. Puis en plus, entendre ce genre de choses, c'est pas forcément très sympathique. Vous conseillerez conseiller, non, c'est un mot peut-être fort, mais des parents qui souhaiteraient peut-être le garder pour eux, le fait que ce soit des jumeaux, est-ce que ça arrive? Alors, ça peut arriver. Après, tout dépend de l'environnement. Comme je dis souvent aux parents, faites attention un petit peu quand on annonce cela. Il faut déjà soi-même absorber, entre guillemets, le choc, qui devient ensuite une nouvelle extraordinaire, bien entendu. Et en fonction du vécu du père et de la mère, du futur père et de la future mère, voir comment on va annoncer ça autour de soi. Parce qu'encore une fois, tout le monde a lu quelque chose sur les jumeaux, entendu une émission sur les jumeaux, etc. Et jusque dans les 2-3 premières années de vie, les parents sont abreuvés de conseils. C'est absolument hallucinant. Comme je leur dis souvent, la première question quand on vous donne un conseil, c'est « pourquoi ?» Et 3/4 du temps, les gens ne savent pas expliquer. Bien sûr. Parce que ils ne savent pas expliquer, on peut douter de la cohérence du conseil. Oui, puis c'est surtout qu'à partir... moi, j'ai eu cette impression, à partir du moment où on est enceinte, on a l'impression que le corps vous appartient à moitié. Il y a des gens qui viennent vous toucher dans la rue. Un tel se permet de vous raconter l'accouchement terrible qu'elle a eu. Et du coup, on rentre dans ce truc-là d'avoir l'impression de ressentir toujours la vie ou le ressenti des autres. Il y a une pression sociétale sur la gémellité qui existe bel et bien. Puis aussi, comme je dis souvent aux mères, acceptez toutes les émotions qui vous envahissent. Il y a des phases très euphoriques de joie, des phases d'anxiété, puis parfois des phases très, très anxiogènes corrélées au fait que des fois, certaines mères le disent, mais n'osent pas l'avouer, donc il faut les amener tout doucement à l'exprimer. Elles ont l'impression que parfois il y a des choses qui grouillent en elles, que ce ventre est trop plein. C'est bien de pouvoir l'exprimer. C'est une réalité physique. Il n'y a rien de mauvais quant au fait de dire cela. Au contraire. Ça fait pas de vous une mauvaise mère. Loin de là. Loin de là. Et du coup, pour rentrer dans le vif du sujet des jumeaux, moi je me demande si est-ce qu'on peut dire que le lien se crée déjà
Ah oui, in utero. Ah oui, bien entendu, oui. Ouais. Il y a un lien qui est présent in utero. On a des échos qui montrent, des échographies qui montrent des choses très intéressantes. Vous avez des jumeaux monozygotes l'un à côté de l'autre, et puis l'un sur le pouce de l'autre in utero. Donc il y a déjà une proximité. Et cette proximité, ce lien existe déjà dans un contexte un peu particulier. Il a pu être identifié notamment dans le contexte du décès d'un des enfants. Et parfois, les parents ne le disent pas, notamment lorsque ça peut être in utero ou dans les premiers jours, premiers mois de vie. Et l'autre, le jumeau survivant, ressent toute sa vie un manque. C'est impressionnant. Il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Et lorsqu'il finit par découvrir qu'effectivement il avait un frère ou une sœur jumelle et que celui-ci est décédé, c'est une libération pour lui. Oui. Une libération, mais il sent qu'il manque quelque chose. Là, j'ai le plaisir de participer à la rédaction d'un ouvrage qui concerne justement le jumeau perdu, parce qu'il y a peu d'écrits sur cette question. Et tous les témoignages, notamment les témoignages de parents quant à la souffrance ressentie à ce moment-là, mais les témoignages des jumeaux, ce qu'on appelle le jumeau survivant, vont tous dans le même sens. La sensation d'un manque en soi, d'être la moitié de quelque chose, parce qu'on ne leur a pas dit, on ne leur a pas expliqué. Complètement. Moi, j'ai une proche à qui c'est arrivé, une amie très proche, et au moment où elle a su, en fait, elle a eu une sorte... Elle a eu l'impression d'enfin pouvoir se révéler et de débloquer certaines situations où elle n'avait pas les clés. Et c'est vrai que quand il y a un secret comme ça, très lourd, et les parents, en fait, peut-être en prenant cette décision, ne mesurent pas la portée que ça peut avoir pour l'enfant. Je pense que c'est déjà une telle souffrance parentale qu'on préfère se centrer sur celui qui reste. Et puis voilà, on oblitère cette question, tant parfois la souffrance est grande. Parce qu'on lisait précédemment, pendant la grossesse, les jumeaux sont surattendus. Et lorsque, heureusement c'est de plus en plus rare, mais ça peut arriver, la naissance ne se passe pas très bien, souvent la mère et le père préfèrent oublier ou enfuir cette souffrance en eux. Et ils oublient un petit peu que celui qui reste a vécu quelque chose in utero. Et même à 3-4 mois de vie, certains ont ressenti quelque chose. Et après, c'est des vies qui sont passées souvent avec des sensations de manque, le développement d'un lien fusionnel, dans des relations sentimentales, avec des dépendances affectives, mais toujours quelque chose qui ne va pas. Et pouvoir le leur dire. Alors effectivement, lorsqu'on va le dire à 2 ans, 5 ans, 8 ans, on va l'exprimer d'une façon différente. Mais c'est très intéressant en Afrique, puisqu'il y a une peuplade au niveau qui s'appelle les Yoruba, qui est la peuplade d'Afrique qui a le plus de jumeaux. Chez eux, la naissance gémellaire est naturelle. C'est l'enfant singleton qui n'est pas normal. Donc, les études qui ont été faites, justement, le nombre de naissances gémellaires là-bas est très important. Donc, des études qui ont été faites sur l'alimentation, sur un ensemble de choses qui font que ces femmes ont plus facilement des jumeaux. Et lorsque, donc là, les jumeaux vont être loués, adorés, et vous faites 100 km, c'est un autre village où quand le jumeau va naître, les jumeaux vont naître, c'est perçu comme étant un malheur pour le village, et on va tuer systématiquement des enfants. Mais le jumeau restant va avoir une statuette qu'il va devoir honorer tout le restant de sa vie. C'est très particulier. Et ce qu'on retrouve, et ça c'est fascinant dans cette question du jumeau perdu, c'est qu'en fait, le jumeau restant va se construire quelque chose sans le savoir. Je pense à un témoignage que j'ai lu d'une personne qui, à partir de l'âge de 5 ans, a eu un oreiller. Elle ne pouvait pas dormir sans cet oreiller. Un jour, elle l'a oublié, elle a fait 350 km pour retourner chez elle et le récupérer. Et elle a découvert très très tard qu'elle avait une jumelle qui était morte à la naissance. C'est une façon de symboliser quelque chose qui était là. Et moi, ce que je conseille souvent aux parents, lorsque ça peut se produire, malheureusement, c'est de pouvoir symboliser quelque chose qui est une trace, le petit bracelet de naissance qui peut être là, ou avoir un poupon, ou quelque chose qui reste dans le temps. Oui, matérialisé en fait. Tout à fait. Et du coup, pour la maman de jumeaux, est-ce qu'elle est plus exposée au risque de dépression postpartum après la naissance, ou est-ce que c'est une idée fausse ? Alors, oui et non. Réponse de psy. Alors, non, parce qu'elle est tellement prise, à un moment donné, dans une urgence de s'occuper des enfants. Ce qui est extraordinaire, c'est quand moi je les vois pendant les grossesses. Donc, les parents sont très structurés, on en a qui vous font des tableaux sur Excel, etc., comment s'occuper des enfants. Et quand les enfants arrivent à la maison, les tableaux Excel finissent à la poubelle, puisqu'il y a l'urgence de s'en occuper. Et donc, le travail est très important. Alors, finalement, elles sont accaparées par le fait de s'occuper des enfants. D'où la nécessité vitale d'être accompagné et aidé par le mari ou par d'autres membres de la famille aussi.
Et donc là, pour ce côté-là, on dirait non, mais quand même, il y a d'autres éléments qui sont présents, qui peuvent, chez certaines femmes, accroître cette dépression postpartum, le fait de ne pas avoir suffisamment de temps pour chacun des enfants et de devoir partager son temps. Et on voit souvent des mères qui ensuite retombent enceintes pour avoir un enfant peut-être unique. Quand elles refont des jumeaux, on passe de 2 à 4. Ça peut être surprenant. Et dans le fait d'avoir envie de vivre cette relation spécifique avec un bébé. Et donc, je dirais, si la dépression postpartum, elle est souvent aggravée par le fait qu'on a certaines mères qui sont isolées, donc qui doivent énormément s'occuper des enfants. Vous en avez un qui arrête de pleurer, le deuxième commence. Lorsqu'enfin ils font leur nuit, c'est la maison respire. Parce que c'est extrêmement éprouvant. Quand on voit le nombre de biberons et de couches, je crois qu'on a des difficultés à se rendre compte. On a des parents qui se font livrer des couches par palette. Tellement il faut les changer régulièrement. Et la fédération fait un travail d'information gigantesque auprès des familles, justement sur le terrain, en leur offrant pas simplement des bons de réduction ou quoi que ce soit, mais aussi en accompagnant les mères. Parce qu'il y a cette surcharge de travail qui est là, et elles ont aussi envie d'être avec leur bébé et de jouer. Puis quand elles jouent avec l'un, l'autre est à côté, donc on va s'occuper de l'autre et réciproquement. Donc tout va dépendre en fait de comment elles vont être accompagnées et étayées psychologiquement par leur conjoint ou par la famille. Ça peut plus ou moins atténuer l'émergence d'une dépression postpartum. Et du coup, sur cet accompagnement, est-ce que ça peut être mis en place par un psychologue? Est-ce que c'est pendant la grossesse? À quel moment il est nécessaire? Alors là, je peux vous répondre parce que maintenant, on a un protocole de prise en charge qui existe depuis plusieurs années, qui n'est plus simplement qu'un protocole de prise en charge de ce qu'on appelle les problématiques gémellaires, mais qui est aussi un protocole préventif. C'est-à-dire que ce que l'on propose, c'est une première consultation au moment de la naissance des jumeaux, pour une fois qu'ils ont accusé le choc, démonter tout un ensemble d'a priori, parce que les parents cherchent tout de suite de l'information, vont sur Internet, et là aussi, on trouve plein de choses intéressantes et parfois des choses un peu plus surprenantes. Donc cet entretien vise justement à parler globalement de la gémellité. Ensuite, il y a un deuxième entretien avant la naissance, peu de temps avant la naissance, pour aussi les préparer psychologiquement à l'arrivée des enfants. Un autre entretien qui se fait généralement aux alentours des 6 mois, puis un autre entretien à 1 an et demi, pour justement prévenir les questions qui pourraient se poser et pouvoir accompagner ses parents. Le seul problème qui est présent, qui est très terre à terre, c'est qu'aujourd'hui, des spécialistes des jumeaux en France, ça ne court pas les rues. Je crois qu'on doit être 2, donc ça fait peu pour l'ensemble de la France. Ça n'est pas une formation qui est dispensée en France, et la majorité de mes confrères sont encore dans cette illusion de ramener le développement de l'enfant jumeau sur celui de l'enfant unique. Il y a pas de... Je veux dire qu'ils ne vont pas chercher l'information ailleurs, ils se contentent de... Bien souvent avec des idées parfois un peu, un certain nombre de préjugés qui traînent socialement. Quand par exemple on a des jumeaux qui peuvent rester dans une étape dite de fusion gémellaire au-delà des 2 ans, beaucoup de mes confrères ou consoeurs vont solliciter une séparation des enfants parce qu'ils sont en pleine fusion. Attention, on ne la fait pas n'importe comment. Parce que si on le fait n'importe comment, on peut aggraver la situation plutôt que l'améliorer. Et du coup, par rapport au couple, est-ce qu'on peut préparer le couple, entre guillemets, à l'arrivée des jumeaux? Est-ce qu'il y a une façon d'impliquer l'autre, que ce soit le père ou la deuxième mère ou le deuxième père, comment est-ce qu'on peut préparer? Déjà, la préparation peut se faire à plusieurs niveaux. Déjà, savoir qu'on n'est pas des super parents. On a des failles. Ça a l'air évident à dire comme ça. Quand les enfants arrivent, on peut très vite se sentir débordé. Surtout les pères ont un peu peur de tout ce qui se présente. Ils ont beau avoir pensé plein de choses, vu des émissions à la télé, etc. Là, ils sont confrontés à la réalité concrète. Donc en fait, c'est se préparer ensemble sur un registre spécifique qu'on oublie fréquemment, parce qu'avant d'être des parents de jumeaux, on a été un couple. Et cette dimension du couple doit pouvoir perdurer. Et ça, on l'oublie très fréquemment. Et on a des parents qui se trouvent totalement absorbés par le rôle de parents de jumeaux et qui oublient qu'ils ont été un couple. Donc l'entité couple peut quelque peu dysfonctionner. Donc on les prépare sur un registre bien spécifique en leur disant oui, vous avez des bébés, ils vont vous accaparer. Les 2 premières années, ça va être assez intense. Réservez-vous du temps aussi pour vous. D'où l'importance, j'imagine, d'avoir un entourage présent. Tout à fait. Qui peut prendre le relais ponctuellement, grands-parents, frères, sœurs, cousins, enfin tout ce qu'on peut trouver. Pas forcément sur des temps très longs. Parce que ce qu'on oublie de dire aussi souvent, c'est que les jumeaux, donc on annonce qu'on a des jumeaux, on dit « Ah, c'est extraordinaire, c'est génial, oh là là, moi aussi j'ai ma voisine qui en a eu, etc. »
Et lorsque les enfants arrivent, les parents de jumeaux sont fréquemment isolés. On oublie de vous inviter pour des soirées, parce que oui, quand vous arrivez avec vos 2 enfants, et avec une petite remorque de couches, de biberons, de tout ce qu'il faut. Donc ça devient très vite envahissant. Donc on omet de vous inviter, on vous laisse un peu de côté, parce que les jumeaux c'est gentil, ils viennent tous vous voir, mais de là à ce que vous veniez chez les autres, ça peut poser quelques soucis. Et ce qu'on retrouve parfois, c'est cette notion d'isolement du couple, d'où la nécessité d'être bien soudé en tant que couple, parce que là aussi, la naissance d'enfants jumeaux peut ramener la réémergence de difficultés de couple antérieures qui avaient été enfouies. Et on est vigilant à cela. Et d'où ces entretiens qui se font pendant la grossesse visent aussi à bien resituer le positionnement des 2 partenaires au niveau du couple, parce que c'est pas simplement, oui, c'est une aventure extraordinaire que d'avoir des jumeaux. Parfois, certains parents sous-estiment la complexité de certaines situations, de ce qu'ils vont vivre, et certaines problématiques peuvent réémerger. Oui, peut tomber de haut. Moi, je me demandais si c'était naturel, même peut-être inconscient, pour les parents de comparer davantage les jumeaux entre eux, par rapport à des frères et sœurs qui ne le seraient pas. Alors, la comparaison des jumeaux existe, elle est naturelle. Je veux dire, tout parent le fait déjà entre ses 2 enfants, donc les parents de jumeaux le feront aussi. Et je pense qu'il est très important de ne pas lutter contre cela. Maintenant, là où il faut être vigilant en tant que parent, c'est de ne pas petit à petit caractériser l'un des enfants comme étant un joli cygne blanc et l'autre le vilain petit canard. Ça peut être problématique. Et notamment, donc, ce qu'on va retrouver, c'est pas tant entre la naissance et 2 ans, puisque là, ce sont des bébés. Et d'ailleurs, c'est fascinant, la première fois, ils vont prendre leur bain à la maison. Surtout si c'est le père qui le donne, il retire les petits bracelets d'identité, il faut les remettre. Et si vous avez 2 garçons ou 2 filles, ça peut poser quelques soucis de savoir qui est qui. Donc, parce qu'on a remarqué que ces enfants gardaient un peu plus longtemps que ce qu'il faudrait leur petit bracelet de maternité. Ouais. Le temps que les parents, justement, puissent les identifier. Donc, dans la petite enfance, entre la naissance et 2 ans, la question ne se pose pas véritablement. Elle va commencer à se poser lorsque les enfants sortent de cette étape entre la naissance et 2 ans, qui est une étape dite de fusion gémellaire, qui est tout à fait normale. Par facilité et, je dirais, par économie d'énergie, les parents vont unifier les 2 enfants en une entité, ce qu'on appelle l'entité gémellaire. Concrètement, lorsqu'on va changer l'un, on change les 2. Lorsqu'on nourrit l'un, on va nourrir l'autre. Il est très difficile, en tant que parent, d'être à l'écoute de chacun des besoins des enfants. Ça va apparaître progressivement aux alentours de 2 ans, où, ce qui est fascinant, c'est qu'on constate que les parents vont commencer à les dissocier et leur attribuer des caractéristiques différentes. Ils commencent à grandir, à envahir leur environnement. Et lorsqu'ils envahissent leur environnement, là aussi, il faut être vigilant, parce que pour le coup, ils sont 2. Vous avez un qui part à droite, l'autre qui part à gauche. C'est pas évident de les attraper. Nous, moi, je sollicite fréquemment, quand c'est possible, dans les familles, de pouvoir avoir une pièce où effectivement les mères peuvent mettre les enfants avec des jeux, une pièce sécurisée, ils ne vont pas se blesser, le temps qu'elles puissent aller faire autre chose. Parce que là, encore une fois, il y a aussi une vie de famille, une vie de maison qui est présente, et parfois elles sont un petit peu trop accaparées par cela. Et là, lorsqu'ils vont commencer à leur attribuer des caractéristiques différentes, c'est là où ils vont commencer à les comparer. Et ce qui est fascinant dans les études qu'on a faites, on a constaté que finalement, ils attribuent des caractéristiques différentes mais complémentaires. Ouais. D'où, c'est pour ça qu'on parle d'une étape dite de complémentarité entre 2 ans et 5-6 ans, où par exemple l'un aime le salé, l'autre le sucré, l'un est colérique, l'autre est plus doux, et ainsi de suite. Et finalement, quand vous prenez les caractéristiques de l'un et les caractéristiques de l'autre, vous avez un individu entier. Ouais. Et les parents le font tout à fait spontanément, sans s'en rendre compte. Par contre, ce qu'on constate fort heureusement, c'est que les caractéristiques positives ou négatives fluctuent de l'un ou l'autre. Oui, c'est rassurant parce qu'on pourrait se dire qu'en caractérisant un enfant de telle chose, il pourrait justement s'engouffrer entre guillemets là-dedans et justement le faire ressortir comme n'importe quel enfant. Quand on dit « oh là là, mais qu'est-ce qu'il est timide, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est timide ». Et puis finalement, il le devient. Oui, il le devient. On lui dit qu'il est cela. Ouais. Donc, et ce qui est intéressant, parce que lorsqu'ils grandissent, petit à petit, ils développent leurs propres préférences, leurs propres compétences, et les parents vont chercher à les identifier, justement. Et c'est là, dans cette phase de complémentarité, entre donc 2 et 5-6 ans, qu'on entend fréquemment parler de cette étape dite avec tout un ensemble de choses sur le rapport dominant-dominé des jumeaux. Oui, il existe bel et bien, mais il fluctue. Suivant les situations, suivant les jeux. Ça n'est absolument pas un rapport figé, tel qu'il a pu être présenté dans les années 70 par un psychologue qui s'appelait René Zazot. C'est un rapport qui fluctue, fort heureusement, et on parle d'une problématique gémellaire lorsque ce rapport se fige, lorsque l'un devient systématiquement dominant et l'autre est dominé.
Et parfois, malheureusement, certains parents peuvent accentuer ce processus-là. Et là, ça va effectivement entraîner à l'adolescence, à l'âge adulte, des problématiques d'autonomisation. Oui, j'imagine. Voire, ça va attaquer aussi le lien gémellaire. Et quand on écoute un peu des parents de jumeaux, c'est vrai que souvent ce qui revient aussi, c'est le conflit entre les deux, au même titre que les frères et sœurs, mais je sais pas, peut-être qu'ils y portent plus d'attention. Est-ce que les parents devraient, selon vous, intervenir systématiquement entre les conflits d'enfants ou... Non, pas forcément. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'ils ont besoin de s'expliquer. Aux alentours de 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans, on va avoir une sorte de violence exacerbée qui va apparaître entre les enfants. Effectivement, lorsque l'un a quelque chose, l'autre le veut, et réciproquement. Et cette violence est très très importante. Et vu de l'extérieur, c'est assez impressionnant. Lorsque la tête part vers le mur, elle part vraiment vers le mur. Mais ce qui est assez troublant, c'est qu'aucun des jumeaux ne va jamais blesser l'autre. Comme s'il y avait une sorte de limite, mais ils se testent physiquement. Et si on les empêche de faire cela, on empêche aussi la construction d'un rapport entre eux, qui est un rapport de force qui va disparaître progressivement, pour laisser place véritablement à un rapport de collaboration. Donc, comme je le disais à l'instant, lorsque cette violence est présente, être vigilant en tant que parent, bien entendu, qu'on ne prenne pas un objet contendant pour le mettre sur la tête de l'autre, ça peut être comme un peu dangereux, mais autrement, ils ont besoin de s'expliquer. Il y a quelques années, c'était assez fascinant, il y a eu 2 jumeaux qui étaient dans une même classe en maternelle, en moyenne section. À un moment donné, ils ont commencé à s'expliquer l'un avec l'autre. L'enseignant est arrivé pour les séparer. Et bien entendu, ils se sont mis tous les deux contre lui. C'était tout à fait classique. Oui, c'est intéressant. Et bon, souvent, on a 2 façons, enfin en tout cas, on entend 2 façons d'élever des jumeaux. Certains parents les distinguent volontairement, les séparent le plus possible dans les classes, même dès la crèche. Et d'autres, au contraire, les veulent inséparables, les habits pareils. Est-ce qu'il y a une meilleure façon de faire ? Comment est-ce qu'on peut expliquer ces différents courants ? Oui, alors, est-ce qu'il y a une bonne façon de faire ? Je dirais la meilleure façon, c'est celle que créent les parents eux-mêmes en étant vigilants à certains paramètres. Effectivement, lorsqu'ils sont bébés, si ponctuellement les habillent de la même façon, c'est pas forcément gênant. Même lorsqu'ils grandissent, un jour, on a fait les lessives, il reste que 2 pantalons bleus et 2 vestes bleues aussi, on va leur mettre ça. Quand c'est ponctuellement, c'est pas forcément gênant. Lorsqu'on accentue ce facteur par jeu, là, ça peut être problématique. Et parfois, ce sont des parents qui ont été pris eux-mêmes par la fascination gémellaire. Et donc à ce moment-là, on les habille de la même façon, on les appelle les jumeaux, et là, on ne favorise pas leur individualisation, c'est clair. Ensuite, on a des parents qui sont dans l'autre extrême, qui ont tellement peur de ce lien, du fait qu'on entend toujours des choses, on voit des choses dans certaines émissions télé un peu particulières, où on montre des jumeaux qui, à 30 ans, vivent toujours ensemble, font des choses ensemble. Il y a quelques années cela, on avait 2 jumelles d'un certain âge qui passaient à la télé, je crois qu'elles avaient près de 70 ans, qui avaient été actrices toutes les 2, et qui vivaient toujours ensemble. Et un jour, un journaliste leur a dit « Mais si l'une d'entre vous meurt, que fait l'autre ?» Et l'autre a dit « Moi, je la suis. On va être enterrés ensemble, dans le même cercueil. » Là, c'est quand même très particulier. Et c'est une fusion, effectivement, qui a été présente. Et à l'inverse, quand on a des parents qui ont peur de cela et qui veulent, entre guillemets, défusionner trop tôt, attention, parce qu'on peut défusionner physiquement, mais intensifier le lien gémellaire sur le plan psychique. C'est-à-dire qu'on a des parents qui ont utilisé ce que j'appelle le manuel du petit zézo appliqué, tout ce qu'il faut faire pour ne pas laisser ses enfants s'identifier à leurs caractéristiques gémellaires. Limite, on les sépare. Et moi, j'ai eu des enfants qui ont dit je suis malheureux à l'école parce que je suis jumeau. On m'a séparé parce que je suis mauvais, parce que je suis jumeau. C'est impressionnant d'entendre ça. Oui, bien sûr. Sentir coupable de sa propre... De quelque chose, de sa propre identité. Et comme s'il fallait absolument le diaboliser. Non, absolument pas. Et je crois qu'il y a cette étape, effectivement, dite de fusion gémellaire, où ces enfants ont besoin, ils ont passé plusieurs mois in utero. Alors, pas 9 mois, parce que les naissances se font avant terme, dans la majorité des cas. Ils ont placé plusieurs mois, 6, 7 mois l'un à côté de l'autre. Ils ont déjà créé un lien, on en parlait tout à l'heure. Et brusquement, on les sépare chacun de son côté. Non, on va tout doucement les amener vers cette autonomisation. Et donc le fait, à un moment donné, de respecter cette étape de fusion gémellaire entre la naissance et 2 ans, c'est ce qui va favoriser le bon développement des enfants. Ensuite, ils passent par une étape de complémentarité entre 2 et 5-6 ans pour atteindre une première phase d'autonomie aux alentours de 6 ans, lorsqu'ils rentrent, ce correspondrait globalement au primaire, une deuxième phase d'autonomie à l'adolescence. Donc il y a bien des étapes successives. Des étapes.
Alors, il y a une question qui est fréquemment aussi posée et qui se pose là actuellement, puisque c'est la rentrée de septembre, c'est cette fameuse question de la séparation des jumeaux à l'école. Comme chaque année, je reçois tout un ensemble de mails, de coups de fil, de parents de toute la France qui se trouvent confrontés à des situations assez particulières, notamment maternelles, avec une sorte d'imposition de la séparation de leurs enfants. Avec toujours ce même principe, parce que c'est comme ça chez nous, parce que c'est mieux pour eux, parce qu'il faut bien les autonomiser à un moment donné. On parle d'enfants qui ont 4-5 ans. Or, cette question de la séparation est une question importante, et on sait, au jour d'aujourd'hui, qu'on ne va pas forcément la mettre en place tout de suite en maternelle. Il n'y a aucune raison pour cela. Le seul cas où on va le mettre en place, c'est si véritablement ces enfants étaient pris dans une situation de fusion gémellaire qui, là, pouvait impacter leur développement. Mais dans la majorité des cas, absolument pas. On va commencer à parler de la séparation des enfants aux alentours de ce qui correspond de 8-9 ans, en CE2, pour commencer à en parler, la mettre en place en fin de primaire. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, au collège, il y a de fortes chances qu'ils soient séparés suivant les options qu'ils vont prendre. Mais en maternelle, il n'y a aucune obligation, voire ça va même à l'encontre de leur développement naturel, puisque comme ils sont dans une phase dite de complémentarité, pour se développer, on a besoin de son complément. Bien sûr. Et d'un seul coup, scinder, dire chacun dans une classe. Moi, j'ai eu un exemple l'année dernière, c'était hallucinant, où une mère m'appelle et m'explique que donc, premier jour, le lundi, elle amène ses enfants à l'école en maternelle. La maîtresse la voit, c'est des jumeaux. Oui, ils ont le même nom, le même âge, a priori. Je ne savais pas. Bon, la journée se passe. Le lendemain, elle ramène ses enfants à l'école, elle est un petit peu en retard, donc elle court un peu dans les couloirs. Les enfants sont déjà rentrés, elle frappe à la porte. La maîtresse ouvre, elle prend un des enfants, puis elle fait pour l'autre, c'est à côté. Elle lui claque la porte au nez. Oui. C'est un petit peu violent quand même, comme façon de faire. Surtout, j'imagine, la rentrée, le fait qu'à ces âges-là... En plus, ce qui est hallucinant, c'est qu'on sait que les jumeaux sont moins anxieux que les autres enfants dans la rentrée scolaire, parce qu'ils ont leurs co-jumeaux. Bien sûr. Ils pleurent moins à l'école, c'est extraordinaire, donc profitons-en. Et cette question de la séparation en maternelle est vraiment une question importante, puisqu'elle est souvent imposée aux parents, sachant qu'aujourd'hui, l'éducation nationale n'a aucun texte spécifique qui régit la scolarité des jumeaux. Oui. Si ce n'est le fait de dire qu'il faut agir en concertation avec les parents et pour le bien-être des enfants. Ouais. Mais à partir de quel principe ? Donc la fédération Jumeaux et Plus fait un gros travail de terrain et a sorti d'ailleurs une plaquette d'informations sur cette question que les parents peuvent télécharger totalement gratuitement sur le site de la fédération et qui permet justement d'opposer certains arguments au corps enseignant. Et c'est pas parce que, par souci de facilité pour eux, parce qu'ils ont peur de se tromper, de confondre les enfants. Par expérience, déjà des jumeaux dizygotes, donc qui peuvent être garçon-fille, la question ne se pose pas en question de la ressemblance, dizygotes de garçons ou de filles, à la rigueur, mais même chez des jumeaux monozygotes, c'est-à-dire issus d'un même œuf et qui se ressemblent totalement, on trouve des différences. Il suffit de les observer. Et d'ailleurs, ce qui est fascinant, c'est que les parents, eux, ont ces différences. Ils peuvent donner la grille de lecture à l'enseignant qui peut s'en servir très rapidement dans la classe. Oui, complètement. L'idée, c'est de travailler ensemble, j'imagine. Bien sûr, en synergie. Et imposer cela à des enfants, et encore une fois, comme je vous le disais précédemment, là, depuis plusieurs jours, je commence à recevoir des messages sur messages, de gens de toute la France qui sont désemparés en disant, voilà ce qu'on a fait avec nos enfants, quels sont nos recours ? Ouais. Et encore une fois, c'est fait sans concertation. Et là, je me positionne, c'est souvent beaucoup plus par facilité pour l'enseignant, par des pseudo-craintes de confusion qu'il a dans sa pensée, par rapport au fait que prendre en compte les enfants tels qu'ils sont dans leur bien-être demande de respecter leur développement spécifique. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir écouté Le Nid. Vous retrouverez toutes les informations de ce podcast dans la description. N'hésitez pas à nous noter sur iTunes et à nous faire tous vos retours. On a hâte d'avoir vos commentaires. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode.